Concevoir et conduire une PFV. C'est parti. Donc, on va commencer par la partie concevoir et après, je laisserai la main à Vladimir Goutier, qui est à côté de moi, pour la partie conduire. Concevoir une PFV. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une PFV? Une PFV, c'est une prairie à fleurs variées. C'est un mélange qui est semé, qui est constitué de 2 familles botaniques pour les mélanges de fauche, de 3 pour les mélanges de pâture. Dans ces mélanges, il y a plus de 6 espèces, plusieurs variétés par espèce, et une pérennité qui est recherchée supérieure à 3 ans. Oui. Alors, la composition des PFV, elle doit être adaptée aux caractéristiques de la parcelle. Donc, quand on choisit les espèces, on les choisit en fonction du pH, de la réserve hydrique du sol, de l'hydromorphie, du climat et de la fertilité phosphore-azote de la parcelle. On les choisit aussi en fonction de l'objectif de production. On ne va pas choisir le même mélange, enfin, on n'aura pas au final le même mélange selon ce qu'on veut faire de la parcelle. Donc, il y a les parcelles qui pourront être fauchées uniquement, pâturées uniquement, ou à la fois fauchées et pâturées. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire que la parcelle fauchée, elle peut être fauchée précocement ou plus tardivement. Et dans ce cas-là, par exemple, on aura 2 mélanges différents. Mélange fauche précoce, mélange fauche intermédiaire ou tardif. Si la parcelle est pâturée et qu'elle est pâturée pendant toute la saison, on pourra avoir un mélange de pâture précoce. Si elle est pâturée tard dans la saison parce qu'elle est mal exposée, donc, pour d'autres raisons, parce qu'elle est éloignée d'exploitation par exemple, on aura affaire du coup à un mélange pâturage intermédiaire ou tardif. Et dans le cas de parcelles qu'on appelle mixtes, donc qui sont à la fois fauchées et pâturées dans la même saison, en fonction de la conduite, donc par exemple une parcelle qui a une ou deux coupes, donc fauchée 1 ou 2 fois, puis pâturée à l'automne, ou bien inversement qui est d'abord déprimée puis conduite en fauche, là on s'orientera plutôt vers des mélanges mixtes précoces typés fauche. Si on recherche une parcelle qu'on fauche précocement et qu'on veut ensuite intégrer dans une sol de pâture en début d'été, dans ce cas-là, on s'orientera vers des mélanges mixtes précoces sol d'été. Vous voyez, le tableau, il est assez complexe, mais c'est simplement pour vous expliquer qu'on n'aura pas les mêmes mélanges en fonction de ce qu'on veut faire de la parcelle. Derrière les mélanges, il y a des règles d'assemblage, c'est-à-dire que là, à partir des caractéristiques de la parcelle et des objectifs de production, on obtient, on va dire, un listing d'espèces. Comment on choisit les espèces entre elles? Alors déjà, le nombre d'espèces, il va varier en fonction du mode d'exploitation et de la fertilité du milieu. Des mélanges de pâture, il y aura plus d'espèces que sur des mélanges de fauche, et sur des parcelles qui sont pauvres, il y aura plus d'espèces que sur des parcelles plus riches. Deuxième critère, il faut que les espèces soient complémentaires pour l'utilisation des ressources, à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc dans l'espace, on va essayer de mettre ensemble des espèces qui aient des stratégies différentes au niveau de l'accès aux ressources, donc au niveau du système racinaire et au niveau du port des feuilles, pour pas qu'elles soient en concurrence, on va dire. Et pareil pour la concurrence dans le temps. Enfin, il faut qu'elles soient complémentaires dans le temps, c'est-à-dire qu'on essaye de répartir de la biomasse pendant toute la saison. Donc, mettre à la fois des espèces qui produisent beaucoup au printemps, d'autres qui produisent plutôt en été, d'autres plutôt à l'automne, pour avoir une courbe, une production régulière tout au long de la saison de végétation. On mixte aussi des espèces qui ont des vitesses d'implantation et des longévités différentes. Alors, c'est souvent lié, c'est-à-dire que les espèces qui s'implantent vite, elles sont peu longévives. Celles qui s'implantent lentement resteront plus longtemps. Donc, on essaye d'en associer un petit peu des deux pour justement voilà, qu'il y ait toujours des espèces qui produisent à tout moment de la vie de la prairie. Troisième chose, on intègre des espèces dans le mélange qui ont d'autres fonctions que la production de biomasse. Alors, qu'est-ce qu'on intègre comme fonction? Il y a la couverture du sol. Pourquoi? Pour éviter le salissement, en fait. Donc, que ce soit au démarrage avec des espèces d'implantation très rapide comme des trèfles annuels, ou plutôt sur la fin de la vie de la prairie avec des espèces, par exemple, comme la fétuque rouge. On met aussi des espèces qui sont là pour produire de l'azote. Donc, il y en a qui produisent de la biomasse, beaucoup de biomasse et de l'azote. Mais il y en a aussi d'autres, comme par exemple du trèfle blanc nain, qui est peu utilisé par les animaux, mais qui a il est là pour couvrir le sol et aussi pour fournir de l'azote au reste des espèces. Il y a des espèces qui sont là pour leur intérêt antiparasitaire. Donc là, c'est les plantes à tanins, plantains, chicorées, lotiers. Des espèces galactogènes comme la chicorée ou le lotier. Et après, d'autres espèces qu'on intègre, par exemple pour les fibres, la fétuque rouge, pour le sucre, le brome. Il y a aussi l'aspect mellifère qui peut rentrer en compte, etc. Et dernier point,
dernière règle, pour sécuriser le mélange face aux aléas climatiques ou les ravageurs, on essaye de doubler le nombre d'espèces pour la même fonction, ou de mettre plusieurs variétés par espèce, pour que s'il y en a une qui flanche, l'autre puisse prendre le relais. Toutes ces espèces, elles doivent ensuite être intégrées dans un système. En fait, chaque parcelle, elle a un intérêt par rapport au système. Donc, il faut vérifier aussi, c'est très important, de vérifier la cohérence de l'utilisation qui est prévue par rapport à votre système fourrager. Alors, dans le système fourrager, il y a les objectifs que peut avoir l'éleveur. Donc, est-ce qu'il recherche de l'autonomie fourragère? Est-ce qu'il veut développer le pâturage? Est-ce qu'il veut arrêter l'ensilage, par exemple? Il y a aussi à prendre en compte les besoins du troupeau. Est-ce qu'on est plutôt à la recherche de stock? Est-ce qu'on est plutôt à la recherche de parcelles en pâture? Quelle est la place de l'herbe dans le système sur votre exploitation? Est-ce que c'est central? Est-ce que vous misez tout sur l'herbe ou est-ce que c'est un complément d'autres ressources fourragères? Et puis après, par rapport à la localisation des parcelles, est-ce que c'est voilà par rapport au parcellaire, en fait, on va essayer de positionner les mélanges en fonction de où ils sont placés. Donc, une parcelle éloignée, elle sera plus facilement exploitée en fauche tardive. Une parcelle qui est proche de l'exploitation et proche des bâtiments sera plus facilement exploitée en pâturage précoce. Je vais laisser la parole à Vladimir qui va vous parler un petit peu de la façon dont ces mélanges sont exploités au sein du groupe. Bonjour, Vladimir Goutier de l'INRAE de Toulouse, agronome des systèmes fourragers. Donc, je vais vous présenter en fait comment, d'une manière, enfin la mécanique de validation des mélanges au sein des groupes, puisqu'en fait c'est une démarche qui est quand même collaborative et participative avec les groupes. On n'arrive pas avec des mélanges, enfin avec des recettes clés en main. On les travaille en local. Donc en fait, à partir du logiciel CapFlore et donc des règles décisionnelles sous-jacentes, on constitue des mélanges. Ces mélanges, donc des assemblages de plantes, comme Caroline a présenté précédemment. Et donc on intègre des variétés et puis des proportions. Ça se fait en local, en conditions réelles chez un ou plusieurs agriculteurs. Derrière ça, au fil des années, la première année, la deuxième année, etc., on observe. Il y a une évaluation qui est réalisée en règle générale par le conseiller agricole et puis des retours des agriculteurs au fil des interactions que je peux avoir avec eux. Et donc, de cette manière-là, de manière itérative, on arrive à réajuster le mélange pour arriver à une composition qui est validée. Quand cette composition est validée chez un ou plusieurs agriculteurs, en fait, elle est transférée sur des parcelles équivalentes d'agriculteurs du groupe et on essaie de regarder si ce mélange, en fait, si les références obtenues sont valides à l'échelle du groupe. Donc, si c'est pas le cas, il y a quelques ajustements qui peuvent être nécessaires. Si c'est le cas, on a des mélanges qui sont ajustés au niveau du groupe. Donc, une base de référence locale. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Et moi, du coup, ce mélange qui va être validé dans ce groupe-là, je vais le transférer à un autre groupe. Donc, par exemple, du Tarn à la montagne pyrénéenne, donc le 65 par exemple, ou à Figeac, dans des situations équivalentes. Et donc là, ça recommence, c'est transféré chez un agriculteur, on regarde si les variétés, les proportions, etc. vont bien. On réajuste de manière itérative et puis la démarche est identique à l'échelle du groupe. Et puis d'un groupe à l'autre, voilà, on arrive à bâtir des références à l'échelle de territoires plus vastes pour l'ensemble des mélanges. Je rends la main à Caroline. Alors, on va vous présenter des exemples de mélanges pour que vous voyez un petit peu la diversité justement qu'il peut y avoir derrière. Donc, je ne vais pas tous vous les passer ou vous les détailler ici. Là, c'est pas vraiment l'objet. Enfin, après, je vous renvoie vraiment sur le livret qu'on a édité et dans lequel vous aurez beaucoup plus en détail tout ce qu'on vous présente maintenant. Là, on va faire un petit peu plus condensé, mais si vous voulez aller voir plus en détail les compositions et tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui, dans les livrets, vous retrouverez tout ça. Donc là, vous voyez un mélange fauche précoce, un mélange fauche intermédiaire, un mélange fauche tardive, un mélange mixte précoce typé fauche. Alors, je vous dis un mélange parce qu'il n'y a pas, enfin voilà, il y en a plusieurs qui ont le même objectif. Là, c'est un exemple dans des conditions particulières de caractéristiques de parcelles particulières.
ce que vous voyez, c'est que les couleurs sont très variables d'un mélange à l'autre, ce qui signifie vraiment qu'il y a une différence de composition importante entre ces 4 mélanges-là. Donc, je vais juste vous détailler le fauche précoce, qui est peut-être celui qu'on connaît le plus. Donc, vous avez un régras hybride, vous avez du brome, vous avez de la fétuque élevée, vous avez du dactyle, vous avez du paturin des prés, du trèfle blanc, du trèfle violet et de la luzerne. Voilà l'ensemble des composantes d'un mélange fauche précoce que vous voyez. Vous retrouvez, bon, dans le fauche intermédiaire, vous allez retrouver des éléments comme la luzerne, mais par exemple, vous ne retrouverez pas la fétuque élevée. Voilà, tout ça pour dire que vraiment, il y a une grosse variation entre les mélanges en fonction de ce qui est possible de l'utilisation que vous en ferez derrière. Justement, pour ce mélange fauche précoce, si on reprend par rapport à la composition et la complémentarité des espèces, donc il y a des espèces à implantation rapide avec une faible pérennité, comme le régras hybride ou le trèfle violet. Vous avez des espèces à implantation lente et plus pérenne, comme la fétuque élevée et le dactyle. En production de printemps, vous avez le brome, le trèfle violet et le régras hybride. En production d'été, de la fétuque élevée, la luzerne et le dactyle, et le paturin des prés pour couvrir le sol. Voilà, ça reprend un petit peu un exemple de ce qu'on vous a présenté précédemment. Ça, c'est la même chose sur les mélanges de pâture. Donc là, je ne vais pas redétailler, mais vous voyez, pâture précoce, intermédiaire, mixte précoce sol d'été ou mixte précoce type et pâture, vous avez là aussi des variations importantes en fonction de l'utilisation qui est prévue de la parcelle. Alors, comment ça évolue dans le temps, ces mélanges-là? Donc là, je vais vous présenter 2 parcelles qui ont été suivies depuis le début du projet, donc pour avoir justement une bonne évolution. Celle-ci, elle a été implantée à l'automne 2014 à Nage. C'est une parcelle de fauche précoce, 700 mètres d'altitude, sol bien drainé à frais, moyennement pourvu en azote, pH 6. Tout ça, c'est très important en fait par rapport à la composition qu'il y a derrière. Ici, vous voyez l'évolution sur les premières coupes de printemps de chacune des années 2015 à 2019 pour chacune des composantes. Première chose qu'on peut voir sur ce mélange, c'est qu'au niveau de l'implantation, ça n'a pas été super dès la première année. On essaye d'être entre 75 et 80% d'espèces semées sur la première année. Vous voyez qu'ici, on est plutôt à 60%. Et voilà. Donc, il y a eu un souci certainement au moment de l'implantation de cette parcelle. On voit la disparition de certaines espèces. Donc là, ici, le régras italien qui disparaît. On voit que d'autres espèces prennent peu à peu la place. Vous avez le dactyle et la fétuque élevée qui se développent au fur et à mesure. Donc c'est bien cette histoire de complémentarité dans le temps. Alors, est-ce que cette complémentarité dans le temps, elle a un impact sur le rendement et sur la qualité? L'objectif, c'est que ça n'en est pas, c'est-à-dire qu'il y a une évolution des espèces, mais que derrière, on maintienne à la fois rendement et qualité. Ici, vous avez le rendement, 14 tonnes de matière sèche par hectare et par an, c'est l'ensemble des coupes qui ont été réalisées, coupes plus peut-être un pâturage, mais non, je ne crois pas qu'il y avait pâturage sur celui-là. Donc 14 tonnes la première année, 9,5 la deuxième, 8,5 la troisième, 12,8 et 10. Donc vous voyez qu'on est quand même, on maintient un rendement élevé sur les 5 années de suivi. En termes d'UFL, à part l'année 2018 qui a été un petit peu particulière au niveau climatique, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, de beaucoup de gelées tardives, un printemps très pluvieux, donc des récoltes assez chaotiques. Donc on a ici, vous voyez le résultat à 0,65 UFL, mais sinon vous voyez qu'on est au-dessus des 0,88, 0,90. Et en azote, pourcentage de MAT, vous voyez que là aussi on a un maintien, donc une évolution au niveau de la composition, mais un maintien à la fois au niveau du rendement et de la qualité de la parcelle. Ce mélange-là, c'est un mélange de pâture précoce qui a été implanté à l'automne 2016 au Rialais. Donc pareil, vous voyez une évolution au niveau de la composition au fil du temps. En termes de rendement, alors là, le rendement estimé, ça a été estimé en fonction des nombres des passages d'animaux sur la parcelle et de la complémentation. Donc on avait 9,9, 8,4, 7,4, ça diminue un petit peu, mais ça reste quand même très intéressant. Et au niveau de la valeur alimentaire, vous voyez qu'on est au-delà des 1 UFL en 2017 et on est au-delà des 0,90 sur les 2 autres années. Et en pourcentage de MAT, on est au-delà de 18% sur les 3 années. Donc vous voyez que là, c'est pareil, on a un rendement et une qualité alimentaire qui reste intéressante. Je
vais passer la parole à Vladimir pour la partie conduire. Donc, sur la partie conduire, en fait, des graphiques qui concernent les dates de récolte et les valeurs alimentaires. Donc là, en fait, ces graphiques ont été réalisés sur les parcelles qui ont été suivies donc en relevé floristique. Ce sont des parcelles de fauche précoce, fauche intermédiaire et puis mix précoce plutôt typé fauche. Donc les fourrages ont été analysés en vert et nous avons calculé en fait, ont été analysés en vert, ont été analysés après derrière dans la botte. Ça nous a permis en fait de produire des équations qui simulent les pertes de récolte, puisque souvent quand on fait des analyses de fourrage, on les fait au champ en vert. C'est récolté, on fait sécher ça et on fait une analyse, donc on n'intègre pas en fait la pratique de l'éleveur. Donc là, en fait, vous avez donc des valeurs qui sont les valeurs réelles, hein, avec perte de récolte. Hein. Donc vous avez les UFL en fonction de la date de récolte et puis les PDI. Et vous avez la moyenne. Donc il y a un certain nombre de parcelles. Hein. Vous voyez le nombre de parcelles qui ont été récoltées en bas là, hein, c'est-à-dire il y a 13 échantillons qui ont été récoltés à des cumuls de somme de température inférieure à 700, 12 entre 700 et 850 et ainsi de suite. Donc on couvre en fait toute la gamme d'utilisation possible d'un éleveur, hein, des récoltes très précoces avec beaucoup de valeur et puis des récoltes très tardives avec beaucoup de cellulose à l'autre extrême. Qu'est-ce qu'on voit dans ce graphique en fait? Mais on voit qu'en fait, on a des valeurs UFL qui sont assez satisfaisantes, qui sont très satisfaisantes quand on a des récoltes précoces, et puis que petit à petit, ça décline de manière drastique quand on arrive à des valeurs très très tardives. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que quand on se situe donc dans des récoltes plutôt précoces, hein, rubanage, ensilage, séchage ici, et puis fauche plutôt précoce ici, on obtient des valeurs tout à fait intéressantes. Et ce qu'on voit, c'est que ici, en fait, quand on récolte précocement, la variabilité, puisqu'en fait, les traits en pointillés, c'est plus ou moins un écart type. Donc, ça veut dire qu'en gros, 70% de nos points, donc ici, on a notre moyenne, et 70% de nos points de mesure se situent dans cet espace-là. OK? Donc, en fait, ça veut dire qu'ici, on a peu de variabilité, on obtient des valeurs qui sont comprises entre 0,80 et 0,95, donc des valeurs très importantes. Et au fur et à mesure qu'on avance, cette variabilité est de plus en plus importante. Voilà, c'est quand on arrive dans des récoltes converges, ça se resserre et on a de la mauvaise qualité, quoi qu'il en soit. Voilà, donc ce qu'il faut noter quand même, c'est que là, sur la tranche supérieure, on a des valeurs qui sont très très élevées. Hein, en fait, hein, ici, on est jusqu'à la fauche précoce, on est au-dessus de 0,90 pour les meilleures valeurs. Et puis après, ici, sur les fauches récoltées de manière intermédiaire, on a quand même des valeurs qui restent intéressantes. Si on regarde les PDI, donc là, même tendance, hein, des récoltes précoces, moins de variabilité, puis des valeurs assez tout à fait intéressante. Fauche plutôt précoce, ça marche encore. Et puis après, ça se dégrade. Mais on voit que les valeurs, elles sont quand même dans la partie, même avec des pratiques tardives, on arrive quand même à maintenir des valeurs moyennes, quoi. Le dernier message que je voudrais faire passer, c'est qu'en fait, et j'en parlerai tout à l'heure sur le pâturage, mais grosso modo, tout se passe, l'énergie, ça se passe, et l'azote aussi, hein, mais surtout l'énergie, ça se passe ça se passe sur 2 mois. Grosso modo, entre 15 mars et 15 mai, si on n'a pas réussi à pâturer correctement ou à ramasser des fourrages, on a perdu toute l'énergie des fourrages. Voilà. Du coup, la diapo suivante. Alors en fait, là, je vais faire un zoom sur des espèces qu'on utilise dans les mélanges et avec lesquelles on a eu, il y a eu quelques soucis dans le cadre du projet. Donc là, donc en mélange de fauche,
le brome. Donc ça, c'est une plante qui est très très riche en sucre, qui est assez riche en énergie, qui permet vraiment de maintenir des niveaux UF importants, et notamment l'été, une période où l'énergie baisse. C'est une plante qui résiste au sec et qui est relativement productive. Dans le cadre du projet, en fait, on a eu énormément de problèmes avec cette espèce-là, des difficultés d'implantation. Donc ça, c'est lié à la taille des graines, hein, c'est des grosses graines. Ça doit s'enfouir ça doit s'enfouir à peu près 2 à 3 cm, à la différence des autres espèces du mélange, qui sont plutôt des espèces qu'on va mettre plus en surface, hein, entre 1 et 2 cm. Donc ça, on a peu observé cette espèce dans les mélanges, et puis quand elle avait été observée, elle a fortement disparu parce que en fait les éleveurs avaient tendance à la pâturer à l'été ou à l'automne, et c'est une espèce en fait qui résiste peu au piétinement. Donc un des enseignements à tirer du projet, c'est que vraiment c'est le brome, enfin espèce d'intérêt, doit être bichonné à l'implantation avec une conduite particulière, et puis réservé uniquement aux parcelles fauchées. La deuxième plante qui nous a posé souci, donc on utilise en fait dans tous les mélanges, que ce soit fauche, pâture mixte, c'est la luzerne. Donc l'intérêt de la luzerne, c'est quoi? C'est qu'elle est pérenne, enfin relativement pérenne, qu'elle permet de consolider la production estivale, qu'elle permet également d'obtenir des valeurs en MAT importantes. Et donc, en fait, dans les relevés botaniques, et puis de manière générale, ce qui a pu être observé chez les éleveurs, on n'a jamais eu les résultats escomptés par rapport, enfin, en contribution de l'espèce dans le mélange par rapport aux objectifs qui étaient fixés, qui lui étaient assignés dans le mélange. Donc, on explique ça. C'est un problème qu'on n'a pas résolu actuellement. Mais les hypothèses qu'on fait, c'est bon, la période d'implantation qui est privilégiée à l'automne dans le groupe n'est pas forcément ne semble pas être adaptée. Donc on préconise maintenant plutôt exclusivement une implantation de printemps. Et puis après, il faut vraiment veiller à l'inoculer. Ça n'a pas toujours été fait dans le groupe, puisque ce sont des solacites qu'on trouve sur ce secteur. Et donc, en fait, il y a la partie inoculation et puis la partie chaulage qui doit être pris en considération. Donc voilà pour le focus sur ces deux plantes d'intérêt. Donc pour pérenniser ces prairies à fleurs variées, une petite synthèse ici. Donc il faut porter un soin particulier à l'implantation. Je l'ai évoqué sur le brome, mais également sur la luzerne par rapport à la période d'implantation. Mais les prairies à fleurs variées sont très sensibles en fait à cette phase d'implantation, à cet itinéraire technique. Il faut toujours pratiquer une fauche de nettoyage précoce au premier printemps. Donc ça en fait, ça vise à donner de la lumière aux légumineuses, notamment la luzerne, mais de manière générale, toutes les légumineuses sont des espèces héliophiles qui ont besoin d'avoir beaucoup de lumière, surtout quand elles doivent lutter, cohabiter en phase d'installation avec un régras hybride, par exemple. Même chose pour le pâturage. Donc, le premier printemps, donc la première saison de végétation, en fait, il faut pâturer, mais de manière raisonnée, avec un chargement et un temps de séjour modéré pour permettre en fait que les graminétales et que les légumineuses aient de la lumière sans toutefois surcharger et puis donc dégrader de jeunes plantules. Donc il faut toujours respecter le mode d'utilisation prévu. Donc là, je l'ai évoqué avec le brome qui ne supporte pas le pâturage. L'azote minéral à utiliser de façon parcimonieuse, voire pas du tout. Proscrire toute utilisation d'herbicides, puisqu'en fait on a plusieurs familles, donc les herbicides sont non sélectifs, d'une manière générale. Après, la partie surexploitation en période estivale est aussi un critère à prendre en considération parce que les éleveurs, on a pu observer des situations où, étant les seules parcelles qui produisaient l'été, toute la charge du troupeau était concentrée sur ces quelques petites parcelles. Donc ça, c'est un élément qui plombe un peu leur pérennité. Donc ça me ramène à la conduite adaptée. Donc avoir des dates et une intensité d'utilisation adaptée.
Veiller à maintenir la fertilité du milieu pour équilibrer entrée et sortie au niveau des éléments nutritifs, principalement phosphore, potasse et puis magnésium dans une moindre mesure. Et enfin, si on souhaite garder des prairies au-delà des 5 ans, laisser grainer le mélange à la 4e année si la composition est satisfaisante. En conclusion, je dirais qu'il faut bien réfléchir au choix des mélanges en amont pour les intégrer au mieux à son système fourrager. Donc cette dimension système, elle est importante. Que la conduite, elle est quand même primordiale à la réussite du mélange. Donc ça, vous avez voté sur cette question-là et vous n'étiez pas très loin de ce qu'on voulait essayer de mettre en avant. Et le mot de la fin d'un agriculteur du projet, donc ça c'est quelque chose qu'on a relevé. On a beau avoir une Formule 1 sous le hangar, si on ne sait pas la conduire, ça ne sert à rien. Les PFV évoluent selon nos pratiques et à nous de leur faire atteindre le maximum de leur potentiel. Voilà, j'en aurais terminé là pour cette partie. Je rends la main à Caroline. Alors, ça va être à vous maintenant. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions. Vu le souci qu'on a eu avec les micros, je vous propose de privilégier les interventions par écrit, donc qu'on puisse bien pouvoir y répondre. Donc, en fait, je vais vous poser les questions, moi je vais les lire. Exemple de plantes mellifères. Exemple de plantes mellifères. Donc, le lotier, le trèfle violet, la luzerne, par exemple. Le régrat d'Italie est une plante mellifère. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est le cas. Mais c'est plutôt les légumineuses qui font beaucoup de fleurs. Trèfle blanc est assez mellifère. En plus, la floraison, elle est très étalée dans le temps. Elle a la capacité, le trèfle blanc a la capacité à fleurir de nombreuses fois dans l'année. Puis il en est de même, par exemple, pour le lotier. Ok, deuxième question. Alors, le brome, est-ce que c'est forcément du brome cathartique? Donc, le brome cathartique, non, ça peut être du brome de Sitka. En fait, ils ont des propriétés différentes, les deux. Les mêmes valeurs, hein, mais après, le mode de conduite peut être un peu différent, notamment sur la date des piaisons. S'il y avait d'autres questions qui reviennent par rapport à ce qui vous répond, vous n'hésitez pas à réintervenir. Après, question suivante. Quels sont les niveaux de fertilisation qui ont été mis en œuvre? Alors, niveau de fertilisation azotée, on est à 0 ou presque. Alors après, certains en ont mis un petit peu d'azote, mais normalement, ces mélanges-là, il n'y a pas besoin d'en mettre. Et après, oui. Oui, concernant l'azote, quand il y en a eu, et on a œuvré, on a essayé de faire passer ce message-là, qu'il n'y avait pas besoin d'azote dans ce type de mélange, mais quand il y en a eu, c'était 30 unités maximum pour assurer, à l'enrubanage ou à l'ensilage un peu plus de marchandises. Mais globalement, c'est pas une majorité qui en met, en bilan sur le groupe, c'est 0 en règle générale azote, quoi. Ou une bricole, comme je vous ai dit, 30 unités si on veut vraiment avoir un peu plus de marchandises. Mais bon, après, c'est un mauvais. Alors pourquoi pas en mettre? En fait, parce que vous allez déséquilibrer votre mélange, en fait, en favorisant des espèces qui vont réagir à l'azote, comme les graminées, au détriment des légumineuses. Donc c'est un peu dommage, vu le travail qui a été fait pour apporter un équilibre dans le mélange, de le déséquilibrer avec la fertilisation. D'une part, et puis après, au-delà du déséquilibre, quand on fertilise à l'azote des légumineuses, les légumineuses finissent par disparaître. Voilà, même pas par relation de compétition avec des graminées qui peuvent réagir de manière plus importante, mais simplement, voilà, c'est intrinsèque à la plante. Si on lui donne de l'azote, elle a tendance à disparaître. Et après, c'est pas une bonne stratégie parce que quand on met de l'azote sur toutes ces prairies, on augmente en fait la croissance précoce, donc au démarrage en végétation, et du coup, ça apporte pas de souplesse dans le système puisque finalement toutes les parcelles arrivent en même temps. Il y a beaucoup de marchandises, il faut vite ramasser. Dans une fenêtre de tir où le climat est pas forcément hyper favorable d'une manière générale. Peut-on faire des mélanges fauches avec un effet antiparasitaire? Donc ça se fait simplement, oui. Il suffit de rajouter les plantes qui vont bien dans le mélange. Donc quand on est en zone plutôt basique, on mettra du sainfoin et peut-être du plantain. Et quand on est en zone plutôt acide et qu'on peut pas intégrer du sainfoin, ça sera uniquement du plantain. Mais l'effet antiparasitaire, en fait, c'est pas une parcelle, hein, c'est tous les jours. Faut que ça rentre dans la bouche de l'animal en sec, en verre, et qu'il y ait une certaine quantité.
grosso modo, on dit que il faut compter 40 grammes par kilo ingéré de polyphénol, enfin tannin condensé, etc., pour que ça ait un effet significatif voilà, sur le parasitisme. Après, il y a des questions sur la fertilisation organique, pardon, justement. Qu'est-ce qui a été apporté en engrais organique? Donc là, on est sur des apports de fumier, principalement sur les parcelles de fauche. On est à peu près à un niveau de 20 tonnes de fumier. Enfin, en gros, il faut équilibrer. Ce qu'on cherche à faire, c'est équilibrer entrée-sortie, quoi. Donc, en fait, si on part sur une base de 10 tonnes de production de biomasse, il faut compter environ, enfin, pour du fumier ovin, c'est une quinzaine de tonnes de fumier bien décomposé ovin et 25 tonnes en bovin par an. Donc ça, c'est sur la fauche. Sur les parcelles de pâture, on considère que sur un pâturage tournant et avec un chargement suffisant, il y a une restitution au pâturage qui peut suffire à restituer suffisamment de phosphore et de potasse, mais une année sur 4, 5. Une année sur 5, en fait, l'année où on fait grainer, si on fait grainer, il est conseillé de faire un apport. Donc, en fait, l'idée, c'est que 4 années sur 5, on met tout son fumier sur la partie qui est fauchée, ou plutôt typée fauche, et une année sur 5, ça bascule sur la partie pâturée. Sachant que là, c'est dans l'idéal, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'une parcelle qui est carencée dès le départ, qui est très pauvre, en pâturage, elle peut recevoir du fumier chaque année. Enfin, si elle est pauvre, à un moment donné, il faut essayer de faire remonter. Enfin, si on veut avoir des niveaux de productivité satisfaisants, il faut quand même équilibrer enfin, le bilan nutritif, quoi. D'une manière générale, les fourragères, c'est des espèces très exigeantes en potasse, en phosphore et en magnésium. Donc, c'est l'équivalent d'une pomme de terre ou d'une betterave sucrière, si on fait le parallèle avec des grandes cultures. Alors, 2 dernières questions, après on va passer à la présentation suivante. Vladimir, est-ce que tu connais le trèfle jaune des sables? Alors, il faudrait me donner le nom latin, enfin le nom scientifique, parce que… Alors, Nicolas cherche. Et en attendant, possible sous climat méditerranéen. Donc, est-ce que les PFV sont possibles sous un climat méditerranéen? Est-ce que ça a été testé déjà? Donc, est-ce que c'est possible en climat méditerranéen? A priori, oui. Enfin, les PFV, c'est une méthode. Enfin, il y a une méthode d'assemblage derrière. Si on a les plantes adaptées, enfin, c'est possible en climat méditerranéen. Mais oui, c'est possible en climat méditerranéen. Après, il y a un problème de variété, quoi. C'est-à-dire que les variétés qu'on trouve sur le commerce, enfin, dans le commerce, sur le marché français et puis européen, sont pour la plupart des variétés océaniques, que ce soit les luzernes, les dactyles, les fétuques élevés, etc. Donc, on n'a pas forcément les variétés adaptées, mais si on passe ce cap des variétés, si on utilise des variétés adaptées en zone méditerranéenne, il n'y a pas de souci. Oui. Ok, merci pour vos questions. On va continuer les présentations et du coup, on va passer au petit sondage suivant pour introduire la partie sur l'implantation. Pardon, c'est pas l'implantation, excusez-moi. C'est sur l'approvisionnement en semences. Alors, quel type de prairie coûte le moins cher en intrants ramené à sa durée de vie, d'après vous? Est-ce que c'est un raigra hybride trèfle violet qui dure 2 ans, un dactyle pur de 5 ans ou une PFV fauche de 5 ans? À vous. Ah, c'est pas rigolo. Oui, alors là, vous ne voyez rire, mais parce qu'on voit au fur et à mesure les résultats arriver. Donc, c'est pour ça. Allez, je laisse encore 2 minutes, le temps au dernier de répondre. À votre avis? Il y en a un qui n'a pas beaucoup de succès, là. Hein. C'est assez étonnant. Et pourtant, il est très employé. Ok, allez, on va. Voilà, 93% des personnes ont voté. Alors, vous avez répondu à 92%, une PFV fauche. Alors, je ne sais pas, on va voir tout de suite. C'est Karine qui va vous donner la réponse.